Aujourd'hui, à la brigade, on reçoit France Taillon, la maman de Mathieu et de Pierre-Olivier Joseph, et on revient sur les contre-performances des sénateurs des derniers jours. Tout ça et beaucoup plus dans un instant. Salut tout le monde, bienvenue à la brigade, je m'appelle Jean-Philippe Fogg, en compagnie de Jean-Philippe Fortin de Stuart Sabourin. Les boys, comment ça va? Bonjour. Hello. Ça va malade, mais ça va. Ça va malade, bon. Un petit moment, une petite pensée spéciale pour notre ami Pascal Villeneuve qui est en train de se faire bronzer. Pas du tout. Non, et pas au soleil Pascal, du Mexique. Il fait le party, on est jaloux en fait. Il se prélasse sur des plages. Ouais, absolument. Je vais vous poser ma question de la semaine tout de suite. Comment est-ce qu'on répare les sénateurs, les boys? T'as une plus facile que ça? Comme comment un trou noir, ça fonctionne? Parce qu'on voit tellement de potentiel dans cette équipe-là certains soirs, mais il y a d'autres soirs, on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. Ouais, ce qui est fascinant, c'est de voir l'équipe remporter des matchs parce qu'on se dit, il me semble qu'on les voit moins remporter ces matchs-là, puis ils ont des performances brillantes sur la glace. Puis après ça, on perd des matchs contre des équipes parce qu'on est censé récolter ces points-là, puis on les a pas. C'est extrêmement frustrant. Il y a des soirs où est-ce que le gardien de but va la vedette, mais la plupart du temps, c'est difficile. C'est frustrant à regarder. C'est difficile d'avoir une réponse, je pense. L'inconstance est flagrante dans cette équipe-là. On parle des matchs contre Vegas, contre Dallas. C'est contre Dallas, me semble. Des tops de la ligue. Après ça, la semaine d'après, on perd contre les Ducks puis les Blue Jackets. On revient un peu dans le positif. Après ça, on joue 2 matchs en 24 heures contre Washington et Nashville. 2 matchs complètement absents pour tout le monde. C'est l'inconstance est vraiment hallucinante. Puis c'est ce que j'ai de la misère à comprendre avec cette équipe-là, que ça des hauts et des bas autant divergents. Là, c'est ça qui est frustrant. Je pense que le match d'hier, c'était une espèce de micro-capsule de la saison des sénateurs parce qu'il y a un moment hier dans le match, entre Ottawa puis Nashville, là, c'est le match dont je fais référence, où est-ce que les sénateurs, pendant un bout, ont eu un avantage de 19 contre 1 au chapitre des lancers. Et en troisième période, après, c'était 19 lancés pour Nashville et 0 pour les sénateurs, une première dans l'histoire de l'équipe. Quand même hallucinant, ça. Ça résume très bien la saison. Mais ça, c'est la saison des sénateurs. Fait que, voilà. C'est difficile d'être motivé. Oui. Moi aussi, j'essaie de rester réaliste dans tout ça, mais je vous avoue que... Tu sais, je veux pas, on enregistre à chaque semaine, puis là, il y a des semaines, on a 2 belles performances, on est excité, on est craqué. Ouais. Semaine suivante, on vient d'en perdre 2 contre des équipes de bas de classement, là, on est bien démotivé, fait que c'est difficile de garder le rythme. Là. Ouais. Ben écoute, la seule chose, moi, que je fais pour garder de bonne humeur, c'est que j'écris à Pascal, puis je demande d'envoyer des photos. Que des fois, je reçois des photos de lui avec des pina coladas, des affaires comme ça, c'est tout, là, mais sinon, c'est difficile. Là. Oh là là, Pascal, on te salue, les boys. Je vous rappelle que le 5e baron à Elmer vous invite à assister à un match des Sens à la brasserie. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux pour voir l'horaire des matchs qui seront diffusés au début de chaque mois. Vous pouvez aussi suivre le 5e baron directement sur Instagram et sur Facebook. D'ailleurs, également, vous rappelle que le blog Silver 7 vous offre maintenant du contenu en français en collaboration avec la brigade. Stu, je profite que tu es là. De quoi tu nous parles cette semaine? Cette semaine, on n'a pas d'article. C'est relâche. Voilà. C'est relâche, mais on va revenir la semaine prochaine. Puis, voilà. On va revenir sur notre jasette avec Madame France, qui était fascinante. Exactement. Il y a une invitée aujourd'hui sur l'épisode. Alors, on va vous présenter ça un peu plus tard. Voilà. On s'arrête un instant pour vous présenter un mot de notre partenaire Planet Hoster. Saviez-vous que l'offre The World de Planet Hoster vous permet de créer facilement des landing pages pour vos campagnes marketing? L'outil de création intégré au panneau de contrôle NOC de Planet Hoster vous fait gagner du temps en vous permettant de publier des pages web professionnelles et d'enregistrer un nom de domaine contenant des mots-clés stratégiques. Pour en savoir davantage, consultez le site web planethoster.com. Et le JP Fortin,
Est-ce qu'on a un gros warm-up cette semaine? On a un gros warm-up, principalement pour l'équipe d'Ottawa dans la LPHF. Du côté des Sénateurs, on a parlé tout à l'heure, là, brièvement. Les Sénateurs ont eu 2 matchs non convaincants contre les Capitals et les Prédateurs de Nashville sur la route. Cependant, ce qui retient l'attention, c'est les blessures de Thomas Chabot et de Josh Norris. Josh Norris qui, ça semblait assez douloureux. Suite à son contact avec le filet et comble de malchance, se tenait encore l'épaule gauche, donc on va espérer que ce soit pas sérieux. Donc ces 3, même Jake Sanderson aussi là, qui soigne des petits bobos, doivent passer des tests prochainement. Au moment où on enregistre, Jacques Martin espère que Artem Zoub, qui est à l'écart du jeu depuis un certain moment, pourra être retour au jeu vendredi, le 1er mars. Drake Batherson, lui connaît du succès présentement, joue du bon hockey, a atteint le plateau des 200 points en carrière dans la Ligue nationale. Bruce Garriock a rapporté qu'il ne pense pas que Jacques Martin sera de retour comme entraîneur-chef des Sénateurs la saison prochaine, mais qu'il participera au processus d'embauche pour le prochain entraîneur. La date limite de transaction approche à grands pas, c'est le 8 mars prochain. Des grosses décisions hockey pour Steve Staios, donc les cas de Vladimir Tarasenko, Jacob Chikrin qui font les manchettes à travers les rumeurs nationales. Mais il y a aussi dernièrement un peu une rumeur loufoque qui a sorti. Brady Tkachuk, son nom circule, et Steve Staios a été définitif. Son capitaine n'est pas à échanger et c'est une rumeur de bip. LPHF, l'équipe d'Ottawa, comme les Sénateurs, ça ne va pas très bien. Sont au dernier rang du classement général. Daryl Watts, 2e étoile de la semaine. Christian de la Rovere, blessé à long terme. Alex Adam, notre invité à la brigade, oui, merci. Dernier invité à la brigade a rapporté que l'équipe d'Ottawa devrait signer Sammy Davis pour pallier à la perte. Eux aussi, prochainement, c'est la date limite des transactions, donc ça va être intéressant à suivre. Et aujourd'hui, le 28 février, la Ligue a annoncé plusieurs règlements intéressants là, pour la suite des choses au niveau des séries éliminatoires et au niveau du repêchage. On va... je suis curieux de vous entendre, on pourra en parler... à ce sujet, les boys. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux règlements face aux séries éliminatoires et au repêchage? Celui qui ressort du lot, selon moi, c'est vraiment le concept de l'équipe éliminée des séries qui aura accumulé le plus de points d'ici la fin de la saison se méritera le premier choix au repêchage total. Je trouve ça incroyable de l'audace que cette ligue-là réussi à avoir parce que les rah du monde du hockey crieraient bien fort s'il fallait que la NHL introduise un concept comme ça, là. Absolument. Je trouve que c'est brillant, honnêtement, comme idée. Je trouve que ça permet aux fans, même si ton équipe ne fait pas les séries, parce que je trouve que c'est difficile pour un fan d'être investi si ton équipe est éliminée officiellement, puis après ça, tu dis, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est perdre parce qu'on veut le plus haut choix au total, tu sais. Fait que d'un point de vue partisan, d'un point de vue culture, je trouve ça vraiment fantastique comme idée. Puis ça fait en sorte que ton choix au repêchage, tu l'as mérité en quelque sorte. T'as travaillé fort, t'as travaillé pour, il y avait quelque chose, les fans avaient quelque chose, puis l'équipe aussi avait quelque chose à travailler, avait un objectif. Fait que moi j'adore. Vraiment. Puis faire noter que c'est vraiment là, les points commencent à être comptés dès que l'équipe est mathématiquement ça pourrait être très tard dans la saison. Donc c'est pas c'est pas en cours présentement. Là. Ouais, ça pourrait être très tard. Parce que si on regarde le classement présentement, Ottawa est 6e avec 13 points. New York est 5e avec 16 points. Boston est 4e avec 18 points. On sait qu'une victoire par réglementaire donne 3 points. Fait que ça pourrait être assez rapide que New York dépasse Boston ou vice-versa, ou qu'Ottawa décide qu'ils se mettent à gagner puis remonte le peloton, là. Fait que ça va être pas mal jusqu'à la fin, selon moi, que les équipes vont se battre pour essayer de faire les séries. Oui. Mais c'est dans l'optique où est-ce qu'on va avoir une ligue à un moment donné qui aura plus que 6 équipes. Oui. Oui. Donc c'est là que ça va devenir intéressant. Puis tu sais, veux pas, on est déjà à la moitié de la saison dans cette ligue-là. C'est 24 matchs, donc ça peut aller très rapidement. Puis comme tu as dit, ça peut être dans les derniers matchs de la saison.
ce système de non, là. c'est particulièrement intéressant. Il y a aussi le concept de l'équipe qui va terminer premier. Présentement, Montréal est premier. Donc, si les séries commenceraient demain matin, selon le classement actuel, Montréal aurait le choix, aurait un délai de 24 heures pour annoncer qui ils veulent affronter entre Minnesota, Toronto et Boston. On en pense quoi? Puis tu sais, même, ça, je trouve ça, moi, je trouve ça incroyable. Incroyable. Imaginez-vous dans la Ligue nationale, présentement, je sais pas qui est premier, là, je pense que c'est Vegas, si je me trompe pas, aurait la décision de faire ce qu'ils veulent de leur première ronde des séries. C'est sûr que pour Gary Bettman, ce serait outrage au tribunal là, que cette équipe aurait cette décision-là, mais moi, je trouve ça incroyable. Puis non seulement pour, mettons, là, tu dis c'est Montréal qui est au premier rang, mais pour les deux autres, les deux autres équipes qui ne seront pas sélectionnées, peut-être dans le template de plan de match de série, eux autres, ils avaient mis leur balle dans le même panier pour telle équipe parce que en réalité, ce serait supposé être 1 contre 4 puis 2 contre 3. Donc, l'équipe, la deuxième, aurait comme dit, je joue contre la troisième, je peux me préparer d'avance pour ça, mais finalement, Montréal va peut-être couper l'herbe sur le pied puis pogner la deuxième équipe ou la troisième, puis qu'il faut changer mon scénario de plan de match des séries, là. Fait que je trouve ça vraiment incroyable. C'est pas un exemple exact, mais l'exemple le plus proche que j'ai, c'est l'année dernière, alors que Toronto passait en deuxième ronde des séries, puis les fans criaient « We want Florida ». C'est pas exactement ça, mais quand même, les fans, puis je pense que les Panthers, les Leafs aussi, ils espéraient pouvoir affronter les Panthers de la Floride, une équipe dans la même division, puis finalement, on sait ce qui s'est passé. Toronto a choqué en playoff. Je trouve que ce potentiel-là d'accentuer une rivalité est encore plus mis de l'avant avec un système comme ça. Ou est-ce que Montréal, s'ils ont le choix, ils peuvent décider probablement de prendre soit Toronto ou Boston puis d'y aller avec une rivalité comme ça. Je trouve ça vraiment fantastique, mais comme JP a dit, avant qu'on voit ça en national, donc en tout cas, tant et si longtemps que M. Batman sera là, je pense pas qu'on peut... Ça arrive bon. Puis JP, j'ai pas besoin de te corriger. L'équipe numéro 1 dans la Ligue, présentement, c'est les Canucks de Vancouver. Les Golden Knights de Vegas sont 10e. Ah, OK. Oh, tu vois, je suis décroché là, de la Ligue nationale présentement. Les sénateurs ne vont pas très bien, donc je suis vraiment décroché de la Ligue nationale. J'ai été surpris du nombre de rondes. Je pensais pas que ça allait être. Pour le repêchage. Je pensais que ça allait être plus court un peu. Ça d'ailleurs, c'est une question que je continue à me poser jour après jour. Et je sais pas, j'ai lu un peu, mais j'ai pas creusé la question à son plein potentiel. Premier repêchage qu'on a fait, les joueurs repêchés devaient soit faire l'équipe ou être soumis au balotage. Une fois que les joueurs étaient soumis au balotage, si personne l'avait réclamé et l'avait signé, la joueuse devenait un agent libre. Pour ce deuxième repêchage-là, c'est quoi l'intention? Est-ce qu'on repêche 7 joueurs qui vont faire partie de notre organisation pour les prochaines années puis on fait ce qu'on veut avec? Ou est-ce que c'est faites le team où on vous coupe? Parce qu'à un moment donné, on manque de spots sur 6 équipes, là. Ou est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit une quarantaine de nouvelles joueuses qui viennent juste pousser sur les autres? Parce qu'à un moment donné, si tu veux établir des joueuses qui font carrière dans ta ligue professionnelle, il faut que tu leur laisses la chance jouer. Je sais pas, ça m'embête. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est plus comme tu as dit, là, peut-être. Mais c'est sûr que les meilleurs vont pousser sur certaines. Mais celle qui est. Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, je pense que les étoiles de cette ligue-là, les poulains, les nurses, le nom m'échappe pour elle du Minnesota qui a été première overall l'année passée. Tu sais, je pense pas que. Merci. Je pense pas que pas cet enjeu passe par rapport au repêchage. C'est plus pour les filles de 3e, 4e trio que là, ils vont sentir un petit peu de pression là, de rester dans la ligue. Là. Mais toi, JP, ce que tu as amené, comme point, c'est que tu dis que c'est plus difficile pour des joueuses comme ça qui pourraient s'établir comme une joueuse solide de 3e trio. Mais ils n'ont comme pas l'opportunité parce qu'on a toujours comme une nouvelle batch de nouvelles joueuses qui arrivent dans la ligue. J'ai l'impression qu'on gagnerait à pouvoir mettre nos jeunes qui sont peut-être pas rendus là dans un bassin de joueurs. Un peu comme Pascal avait mentionné lors du dernier épisode. Là. Est-ce qu'on va avoir une formule qui va permettre à ces joueuses-là qui sont pas rendus au niveau de faire l'équipe à temps plein, mais qui pourraient l'être dans quelques années,
de continuer à évoluer puis de continuer à s'améliorer dans une ligue de style ligue américaine dans la NHL? Ou est-ce qu'on fait juste s'en débarrasser puis on dit bonne chance la prochaine fois, arrange avec tes troubles? Parce que je trouve pas que la ligue va grandir si on développe pas puis si on permet pas aux joueuses de jouer. Non, je suis d'accord. Non, c'est ça. Puis le système de taxi squad, ça pourrait être une idée pour cette ligue-là. T'sais, mettons que l'alignement général c'est ça qu'on et a les joueurs de réserve qui sont sur le taxi squad. Chaque équipe a quelques joueuses qui sont justement dans leur liste de réservistes. Mais est-ce qu'ils pratiquent avec l'équipe? Est-ce qu'ils sont dans le giron de l'équipe ou ils sont genre à attendre chez eux puis à pratiquer à l'arena? Je pense pas qu'ils sont avec l'équipe tout le temps. Moi non plus, puis de toute façon, l'objectif, c'est qu'ils jouent des matchs, puis s'ils sont sur le taxi squad, ils vont pas jouer des matchs. Tu sais? Puis je pense que le point, c'est que ces femmes-là, une fois s'ils participent au camp d'entraînement, mais ils peuvent pas faire partie de l'alignement, il se passe quoi après? Ça veut dire que bonne chance, puis l'année prochaine, t'es agent libre, puis tu t'arranges, ou même s'ils ont été repêchés, ils font pas l'équipe, ils peuvent quand même, ils sont quand même sous la tutelle de l'équipe, puis l'année prochaine, ils peuvent faire partie de l'alignement. C'est là que c'est comme une zone grise. Il y a quelque chose qui manque, il y a un élément qui fait pas de sens, là. Ouais, je suis d'accord. Parce que, tu sais, au repêchage, les joueurs, il y a un règlement qui dit que les joueurs éligibles au repêchage qui ne sont pas repêchés tombent automatiquement joueurs autonomes. Ouais. Contrairement, mettons, dans la Ligue nationale, ils rejoignent leur club junior, ils ont peut-être encore une autre chance l'année d'après de revenir au repêchage. Puis, tu sais, j'ai une autre question par rapport à ça, c'est ces filles-là qui sont accessibles au repêchage et qui se n'ont pas pris et qui ne sont pas signés comme joueurs autonomes, est-ce qu'ils reviennent admissibles au repêchage l'année d'après ou bien c'est genre t'as une chance puis c'est just bad? La Ligue a dit que pour le repêchage de cette année, il y avait des critères qui faisaient en sorte que certaines joueuses étaient ou non éligibles au repêchage. Je pense que c'est la responsabilité des joueuses d'appliquer puis de donner leur nom pour dire moi je vais être dans le bassin de joueuses disponibles. Mais comme je dis, j'ai pas creusé assez loin encore pour avoir la réponse à la question. Puis tu sais, pour rebondir sur ce que tu disais sur la Ligue junior, ces joueuses-là sont éligibles au repêchage quand ils ont terminé leurs études universitaires et quand ils ont joué leurs années d'hockey universitaire aux États-Unis ou au Canada, comme Audrey-Anne, quand on l'a reçue, elle venait de graduer de l'université de Montréal. Fait pour elle, il n'y a pas de possibilité de retourner jouer pour les Carabins. Ses études sont terminées. Fait que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va shooter des pucks dans son sous-sol jusqu'à l'année prochaine, tu sais. Ben c'est ça, puis après ça, c'est un excellent exemple, là, notre amie Audrey-Anne. Est-ce qu'elle est encore éligible selon cette moi, année pour se faire repêcher? Mais à être vérifiée. C'est ça. Parce que c'est ça où elle devient automatique, elle devient une agent libre, puis elle peut signer. C'est comme pas clair non plus encore pour moi, tu sais, mais je connais pas tout, je vais pas faire semblant là, que je connais tous les critères qui faisaient en sorte qu'une joueuse peut être repêchée l'année dernière. Je sais juste que c'était la plus jeune qui a été repêchée. Fait que je pense qu'en termes de question d'âge, je sais pas si ça avait lieu ou si ça avait rapport ou non, mais je sais qu'elle est encore éligible à ce niveau-là, mais c'est un bon exemple, là. Regarde, parce que c'est un concept de repêchage, mais au final, ce que je vois, c'est comme c'est tous des joueurs autonomes. Le repêchage fait en sorte que tu as une priorité sur certaines joueuses. Ouais, tu as priorité sur mais à quoi ça sert de repêcher? Ouais, c'est ça. Mais en réalité, ça sert à quoi de repêcher une joueuse en 7e ronde? On s'y répond. Que tu peux pas développer à l'interne. Anyway, si tu signes pas. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se faire parce qu'il faut que ça arrive à un moment donné. Il faut qu'on commence à développer. Ouais. Et voilà. Ouais. Messieurs, avant de continuer, je vais vous poser une question. Votre chanson de ABBA préférée? Moi, c'est facile. Fernando. J'adore. Toi, t'es pas un gros fan de ABBA, hein? J'en connais même pas. Non, je suis pas un gros fan de ABBA. J'aime particulièrement Take a Chance on Me. Hein? Take a Chance on Me. Là, je pensais que c'était Pascal qui chantait dans le podcast. Toi aussi, tu chantes, toi? Alors, je pose la question pour faire une transition parce qu'on a une invitée sur l'épisode d'aujourd'hui. Hein? Une des Dancing Queens des Sénateurs d'Ottawa. Et voilà. Alors, dans un instant, on vous présente l'entrevue qu'on a fait avec Madame France Taillon. Donc, elle est la maman de Mathieu et de Pierre-Olivier Joseph. Madame France Taillon est avec nous. France, bienvenue à la brigade. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. On avait prévu lancer Dancing Queen pour vous accueillir.
J'aurais eu un petit moment de nostalgie, je dois le dire. Comment c'est arrivé, ça? On peut-tu le savoir, s'il vous plaît? Qui a pris l'initiative de ça? Je saurais même pas vous dire c'est qui, mais à Philadelphie, déjà, on est allé visiter au moment du voyage des maires, là, des sénateurs, évidemment. On est monté pour aller voir la statue de Rocky. Et donc, en montant les marches, vraiment, il y avait une mère qui avait mis la musique. Alors là, vraiment, on était déjà dans le beat. Fait que 2 jours après, la chimie était déjà pas mal plus installée. Mais je saurais pas qui a installé la chanson. Mais ça faisait déjà un bon moment qu'on dansait, je dois dire. C'est comme un hasard que la caméra est arrivée à ce moment-là. Là. Exact. Ou un choix, là, ça, je saurais pas dire non plus. Puis la vibe dans ce voyage-là, ça avait l'air incroyable. Les gens voulaient que vous restiez avec l'équipe. Comment c'était? Ben, la vibe a juste grandi, mais ça a sorti, ça a parti fort. Je pense que les performances de l'équipe ont vraiment fait la différence. Hein? Le vendredi soir, déjà, on s'attendait pas à annuler. Qui on avait déjà? Les Winnipeg? Je saurais plus dire. Ouais, je pense que oui. C'était un peu loin, là. Ouais, déjà, ça fait un moment déjà, mais je me souviens qu'on s'était dit, ouf, OK, ils sont vraiment fortement placés, on va avoir de la compétition sur la glace, vraiment, va falloir donner le max, et puis ben finalement, ça a fini en prolongation. Alors déjà, ça réunit, hein, cette énergie-là de la surprise, de l'énergie qu'on avait vue sur la glace, donc le lien s'est créé là déjà, ouais. Puis ben on a eu 2 beaux matchs après avec des victoires, donc la danse que vous avez vue, c'était le summum de tout ça là. Puis est-ce que vous aviez déjà des liens d'avance entre vous ou bien c'était la première fois que vous vous rencontrez puis que la chimie s'est faite durant ce voyage là? Ah, toutes les mères ensemble? Non, on s'était jamais vus. On s'était jamais vus. D'ailleurs, c'est le premier voyage de mères que les sénateurs organisaient. Ouais. Puis on s'est pas vu dans aucun événement, sinon qu'il y a une salle familiale là, au moment où la famille se réunit, les conjointes, les parents, les grands-parents, si jamais ils viennent au match. Fait qu'on se côtoie là, mais ça veut pas dire qu'on rencontre nécessairement la mère de Stutzel ou la mère, tu sais, qui est-ce qui arrivait de Russie, là, la mère de Zoub, entre autres, là, brave femme. Ouais, brave femme. Tu sais, qui parlait ni anglais, ni français, puis qui est partie, qui a traversé, là, pour venir jusqu'ici. Bref, on s'était jamais réunis tout ensemble, mais on s'était croisés quelques-unes entre nous, là, de façon plus personnalisée. Moi, c'est certain que je connaissais la mère de Thomas Chabot. On avait fait ensemble partie de l'équipe des Sea Dogs quand les 2 jouaient junior, puis on avait fait le World Championships junior ensemble. Puis bon, ils viennent de la Beauce, moi aussi, plus ou moins, donc fait qu'on a des liens avec eux depuis un moment déjà, là, ouais. Puis dans ces mamas-là, j'ai l'impression que j'ai pas le choix de le demander, y en a-tu une qui est plus énervée que les autres? Y en a-tu une qui lead un peu plus? Y en a-tu une qui crie plus fort que tout le monde? On veut du potin, là. C'est parce qu'avant l'enregistrement, on parlait d'énergie. Fait que là, la question à JP, on veut savoir c'était qui la leader. Parce que c'est peut-être elle qui va me donner la réponse à savoir c'était qui a parti la chanson d'Abba, là, tu sais. Je sais pas, pour vrai, je sais pas. Écoute, maman Chabot, assurément, a toujours le sourire, là, accroché aux 2 oreilles. Je dois dire que j'ai appris de là-dedans parce que madame, Stutzel, vraiment, était très prenante, elle parlait à tout le monde, là, je dirais. D'emblée, c'est sûr que les mamans de Chikron puis de Kachuk, là, eux autres semblaient davantage connaître un peu tout le monde, fait qu'elles étaient très, très rassembleuses, là. OK. Ouais. Ah, c'est fun d'avoir cette petite arrière. C'est un genre de behind the scenes. C'est ça. Ah, ouais. Puis je prends encore la balle au bon. Je suis curieux de savoir le processus pour ce voyage-là. Est-ce que vous avez du temps avec votre garçon ou bien c'est vraiment le peu de temps après la partie que vous avez avec lui ou bien durant la journée vous pouvez honnêtement, passer du temps avec lui? On suit tout l'horaire. Comment ça fonctionne on suit tout l'horaire avec eux autres. Le vendredi soir, après le match à Ottawa,
Chacune, on a embarqué dans le véhicule de notre fils, avec notre fils. On s'est rendu à l'aéroport parce qu'on partait tout de suite après pour le match à Philadelphie. Fait que d'emblée, là, tu sais, on arrive ensemble, fait qu'on est content de parler du match, du voyage qui s'en vient, du 3 jours. Dans l'avion, chacune, on s'est assis avec nos fils. Là, il y en a qui se sont mis à jouer aux cartes. Bon, là, les agentes de bar passent, puis ils connaissent les goûts et les aléas de chacun. Fait que nous présentent, sont contents de nous présenter. C'est le fun parce que déjà d'emblée, tu sais, on voit la dynamique qui s'installe, ne serait-ce dans l'avion, comment ça se passe. Et puis, nous autres, c'était bien drôle, Mathieu puis moi, parce que les gars autour voulaient jouer aux cartes. Puis Mathieu disait, hey, je peux-tu écouter ma série préférée avec ma mère? Tu sais, celle qu'on regarde ensemble. La dernière fois, je pense qu'on l'avait écouté à Syracuse, là, c'est pour vous dire. C'est quoi la série? Ça faisait un temps, tu sais. Ouais, sans être indiscret. Cherche, là, c'est sûr que je vais le trouver demain matin. Moi, j'ai un trouble d'accès lexical, hein. C'est-à-dire que j'ai de la difficulté à trouver les mots précis au moment où je le veux, essentiellement dans des noms propres. Fait que, c'est sûr, je vais trouver tantôt. C'est excellent. Okay. C'était White Collar. OK. Collar, OK. Parfait. Ça date, mais tu sais, on n'a pas la chance de le voir ici. Fait que bref, c'est un peu ça l'énergie, là, je vous dirais, dans l'avion. Puis après, quand on est arrivé à Philadelphie, tu sais, c'est aller à nos chambres. Fait que Mathieu est venu avec moi, tu sais, chacun accompagne leur mère un peu. Le lendemain, vite, à Philadelphie, le matin, on déjeune tout le monde ensemble. Fait qu'on se voit tous, fait que c'est très le petit café, les crêpes en trop, tout ça, tu sais. Okay. Puis on est allé jouer au hockey. Oui, on a vu ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça a permis le day off, là, entre autres, la journée de congé. Fait que c'est du temps qu'on a passé ensemble. Les soupers, c'était en équipe. Fait qu'on était avec nos fils, puis en équipe aussi. Puis on a eu du temps pour aller marcher, puis du temps pour regarder un autre petit bout d'émission de White Collar. Ça doit être spécial en tant que maman. Tu sais, veux pas, les enfants vieillissent, on les voit moins régulièrement. Mais là, de passer vraiment un moment condensé avec son enfant, ça doit être quand même le fun. C'est super précieux. C'est vraiment précieux parce que, tu sais, dans la réalité d'un joueur de hockey, là, tu sais, mes deux gars ont quitté la maison, ils avaient 15 ans. C'est ça, c'est vrai. Tu sais, 15 ans, c'est jeune, là. Ouais, puis ils sont partis à 12 heures de route de chez nous, tu sais. Fait qu'ils étaient dans les Maritimes. Fait que déjà d'emblée, ouais, les deux étaient là. Ce qui fait que ça fait un temps là qu'on est habitué d'avoir notre maison familiale sans enfants. On s'est retrouvés quand même un jeune couple, mais vieux couple, là, allez comprendre, tu sais. Mais donc, c'est pas des périodes, tu sais, on n'est pas habitué depuis longtemps déjà de passer beaucoup de temps avec eux. Fait que chaque moment, on en profite, puis on en est, tu sais, conscient, puis on y goûte au maximum. Ce qui fait que un peu comme quand on est allé tourner de la publicité pour Hyundai, on a eu 3 jours, c'était 3 jours ensemble, tu sais, fait qu'on profite amplement, tu sais. Fait que c'est sûr que c'était un moment précieux, puis mon conjoint, le papa de Mathieu, était tellement content que mon tour vienne comme mère de l'équipe parce que lui a pu bénéficier de plusieurs de ces voyages-là, là. Alors, il savait, tu sais, combien ça allait être hyper riche là, comme moment d'interaction. Il y a plusieurs autres équipes qui avaient commencé à le faire dans les dernières années, mais c'est vrai que les Sénateurs, ça s'était jamais fait. Fait que chapeau pour ça, idéalement. Je ne sais pas si c'est quoi le plan pour l'avenir, s'ils vont en avoir d'autres, mais en tout cas, on vous le souhaite. Ben, on se le souhaite, puis Mme Pinto et moi, on se l'était souhaité l'année passée parce qu'on s'était dit, je me souviens, c'était pendant un match, et puis les papas en revenaient ou y allaient, je sais pas trop, puis on avait jasé ensemble, puis on s'était fait un high five en disant, notre tour va venir, vous allez voir, notre tour va venir, et notre tour est venu cette année, tu sais. Puis elle, c'était le moment où son garçon réintégrait l'équipe, alors c'était un moment fort, là. C'était vraiment un moment fort, ouais. Tant mieux, tant mieux. Vous avez parlé de la publicité? Je vais pas le choix, là. Je vais y aller vers là. Comment ça s'est fait passer, ça? Puis ma deuxième question, c'est aussi quand même particulier que Mathieu le fait en français, mais Brady Tkachuk le fait en anglais. C'est quand même drôle que les deux joueurs de la même équipe ont fait la même pub. Les dessous, je connais pas. Pas du tout? Non, puis moi, je fais tellement confiance à tellement d'affaires, ne serait-ce que
à Mathieu de façon particulière, là, ne serait-ce que pour le voyage des mères, là, il m'avait dit « Oh maman, j'ai pas vraiment besoin de te donner l'horaire, là, tu sais, tu vas suivre. Tu vas te sentir bien, tu vas suivre, ça va bien aller, puis je suis sûre que tu sais quoi mettre dans ta valise pour t'en venir, tu sais. » Fait que avec la publicité de Hyundai, c'était un peu pareil. « Hey, on a reçu un coup de fil de l'association des joueurs, ils veulent faire une publicité, c'est Hyundai, on serait nous trois, ça te tente-tu? » Ben ouais. Honnêtement, c'est un peu comme ça. Ouais, non. On n'aime pas la vie compliquée. Aviez-vous déjà fait ça dans du théâtre? Non, jamais. Non, jamais, hein? À moins que la pièce Le Petit Prince en secondaire 2, ça compte, mais non, ouais, c'est ça. Non. En tout cas. Non. OK, fait que c'est vraiment l'association des joueurs qui a pris le contrat. Initialement, non, je pense que Hyundai Canada ont contacté l'association des joueurs parce qu'ils avaient un concept. Et puis, l'association a contacté Mathieu, qui lui a fait cool, intéressant, amusant. Pas l'air d'une personne super gênée non plus ou super stressée, je sais pas. On parle de Mathieu, là? Okay. Ça a l'air de tomber dans peut-être le genre d'affaire qui a pas de misère à faire, là. Ah non, ben non. Honnêtement, chez les Joseph, là, les valeurs qui ont porté leur développement, là, c'était vraiment le respect. C'était hyper important, mais c'était le plaisir. C'était hyper important aussi. Puis la discipline, là, l'encadrement. Donc, tu sais, dans le respect, la discipline, il y a moyen d'avoir du plaisir. Fait que ce plaisir-là, là, c'est ça. C'est goûte le moment, tout le temps. Tant mieux. Puis ça résonne vraiment avec ce que votre conjoint nous avait dit quand il était venu, tu sais. C'était vraiment ça. C'était... On joue, mais on s'amuse. Mais on voyait vraiment que les valeurs étaient à la bonne place. Puis c'est beau à voir, honnêtement, parce que c'est quelque chose qu'on malheureusement voit pas assez souvent, j'ai envie de dire, dans le sport, chez les jeunes. Les parents qui prennent ça trop au sérieux ou tout ça. D'ailleurs, les arénas, vous avez dû en faire, puis en faire, puis en faire, là. Puis en voir toutes les couleurs. En faire, oui. En voir de toutes les couleurs. Si c'est des situations difficiles, négatives, pas tant, non, honnêtement. C'est vrai? Vraiment, j'en ai pas d'histoire... tu sais, des histoires vraiment malsaines à raconter, là. Puis... j'y réfléchissais récemment parce que j'avais une entrevue avec quelqu'un en français, justement, puis mon conjoint était d'accord pendant qu'il m'écoutait. Il disait, c'est vrai, je t'entendais dire qu'on n'a pas vécu de situation négative et on n'en a pas vécu, pour vrai. Et honnêtement, je pense que moi, j'avais pris la décision très, très tôt, là, d'avoir un leadership, d'une part, puis d'avoir un leadership positif. Ce qui fait que je suis très vocale, moi, pendant un match de hockey. Très, très vocale. Mais ça fait longtemps que j'ai décidé que tout ce qui sortait de ma bouche c'était positif. Puis que je donnais jamais de consignes. Puis essentiellement, mes encouragements allaient vers l'équipe et non pas vers un individu et encore moins vers enfants, un de mes fils qui est en train... Exact. Fait que, puis souvent, je me positionnais dans un espace où je me disais, je le sais que ça ici va se retrouver des gens avec une attitude positive. Puis étant vocale, je savais, puis j'étais consciente que ça allait entraîner cette atmosphère positive-là. Puis en tout cas, j'aime croire que c'est ça qui a fait que je me suis tenue loin des situations désagréables qu'on peut entendre dans les médias. Mais pour vrai, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de moments agréables dans le sport, mais que c'est évidemment les situations qui ont juste pas d'allure là, qui ressortent. Ouais, on parle pas des bons moments, des belles situations. Tu sais, c'est pas ça qui fait la une. Ça s'applique à beaucoup de... ça s'applique à peu près toutes les sphères de la société aussi, là. Ceux qui chialent, c'est ceux qu'on entend malheureusement. Ce qui fait que Mathieu, d'emblée, pour Hyundai, il a dit oui, on y va. Puis ça a été juste le fun. Puis ça a été facile à cause de ça, spontanément, tu sais. Puis je peux bien vous dire, là, je suis tannée dans la publicité. C'était pas la ligne intégralement offerte par Hyundai Canada, là, on s'entend. Non, c'était adapté. Ouais, c'était beaucoup plus français international, genre. C'était même pas ça la ligne, là, tu sais. C'était comme, OK, si vous êtes exaspéré, pourriez-vous dire tel genre de phrase, là, tu sais, essayer quelque chose. Puis finalement, je me suis dit, regarde, fais juste confiance, puis j'ai pas eu l'impression d'avoir un rôle, hein. C'était comme plus un moment de nostalgie. Ça c'est vraiment... Et voilà.
C'est ça. On appelle ça un flashback, là. Ah, voilà, j'osais pas l'anguissir, je sais pas trop, là. Fait que là, c'était lequel, le tannant qui agaçait l'autre quand il était petit? Ah, c'était Matty. Ah oui, hein? Ben, en tout cas, c'est celui que je voyais. Ouais, c'est ça. Souvent, il y en a un qui ouais, c'est ça. C'est celui qui se fait pogner. Ouais, c'est ça. C'est le plus extraverti, tu sais. Des deux, là. Ouais, vous n'avez pas la chance de connaître PO, alors vous connaissez plus l'exubérance puis de Mathieu, là, le fait qu'il soit si verbal puis qu'il prenne plaisir, mais PO est comme ça aussi, là. Il a le sourire accroché aux oreilles. Mais j'ai l'impression que la pomme n'est pas tombée très bien loin de l'arbre parce que, tu sais, France, quand vous parliez que vous étiez très vocal dans les estrades, puis vous encouragez, puis que, tu sais, vous pas, c'est comme si vous développez une espèce de culture positive autour de l'équipe pour lesquelles, tu sais, vos gars y jouaient. J'ai l'impression que Mathieu, c'est un petit peu ça qui amène aussi avec Ottawa. Puis je sais pas à quel point il est vocal dans le vestiaire, mais il a l'air très, très apprécié comme personne et non juste comme joueur. Puis c'est justement un peu le genre de culture qui amène dans l'équipe, je pense. C'est toujours une bonne énergie. C'est quelqu'un qui j'ai l'impression, va faire peut-être ressortir le meilleur de ses coéquipiers. Puis je sais pas s'il a toujours été comme ça. Est-ce que même jeune, tu sais, on voyait qu'il y avait toujours un rôle important au sein de l'équipe? Oui. Oui, il y a toujours eu cette belle énergie-là, ce dynamisme-là, l'enthousiasme, l'enthousiasme à la partie, là. Lui, il continue à dire, un peu comme quand il a été échangé de Tampa à Ottawa, hein, il y a bien des journalistes qui essayaient de lui faire dire que j'espère que tu vas t'en remettre, là, tu sais, tu pars de Tampa où il fait si beau, dans une équipe qui vient de gagner, fait frette à Ottawa, ouais, et toute est à faire, là. mais ben, c'est ça, tu sais. Mais je me souviens très bien où je me suis dit, ça, je suis fière de mon fils d'entendre ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire, je vous arrête. Je me souviens très bien, il a dit « Je vous arrête ». Je me lève chaque matin me disant que j'ai ce privilège-là de jouer dans la meilleure ligue de hockey au monde. Alors, peu importe où je joue, j'ai ce privilège-là. Moi, dans la vie, là, je joue au hockey. Je joue. Ouais. Alors, ne serait-ce ça, Pierre-Olivier dit la même chose. Je vois pas qu'est-ce qui m'empêcherait de sourire parce que j'ai toujours rêvé de faire ça. C'est ça que je fais. Je sais que ça va aller vite. Alors, c'est maintenant, il faut que j'apprécie. Alors, faisant en sorte que tout ce qu'il y a autour de moi, là, puis que mes coéquipiers soient un peu contaminés, je vous dirais, par cette attitude-là. Avec toute la pression de performance qu'ils ont, c'est une réelle réalité, là. Ils font pas que jouer, là. Tu sais, c'est fini de jouer que pour eux. Mais globalement, je pense que s'ils ont du plaisir à le faire, c'est ça qui c'est ça qui amène l'enfant à apprendre, puis c'est ça qui nous amène à rester motivés dans nos vies professionnelles aussi. Si on a du plaisir à s'accomplir, puis à performer, puis ben, ça fait toute la différence. Puis tu sais, vous parlez de pression, tu sais, vous avez un rôle de parent. Est-ce que ça arrive à l'occasion que vos garçons vous en parlent, j'imagine, pour extérioriser tout ça, cette pression-là? Parce que tu sais, nous, en tant que fans, on les voit ça à glace, on veut des résultats, puis on espère juste qu'il y a du positif pour cette équipe-là ou ces équipes-là. Mais tu sais, avant tout, c'est des humains. Et puis, est-ce que ces situations-là, ils vous en parlent pour quand ils vivent la pression? Ouais. Ben, je vous dirais, mon conjoint et moi, on texte les gars avant chaque match. Wow. Chaque match, OK? Je pourrais regarder c'est quoi mon dernier texto, mais habituellement, là, c'est go, 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 Joseph, go, Sens, go, défoule-toi, épate-moi, donne le maximum, vis ta passion, let's go. Fait que ce que vous criez dans les estrades aujourd'hui, c'est le format texto. Exactement. C'est la même énergie. Avant chaque match. Chaque match. Ce qui fait que est-ce qu'ils nous parlent de la pression qu'ils ressentent? Non, ils vont nous parler de leur performance, de leur niveau de satisfaction de leur jeu. À peu près après chaque match, je vous dirais, ils vont nous faire un petit résumé, un petit feedback de eux, leur performance, ce qu'ils ont trouvé de l'équipe de façon générale. Puis habituellement, ça retourne à bon. Parfait, il y a un autre match dans 2 jours, fait qu'on focus. Reset, go. Tu sais, je rebondis. Nous, dans la vie, toujours, on travaille, on a une certaine forme de pression. Tu sais, faut répondre aux attentes, faut livrer. Mais quand tu es un athlète professionnel, veut pas, la pression, c'est next level, là. Tu
les médias sont là, les fans ont des attentes, t'as le chiffre, t'as le montant d'argent qui va avec. Fait que de pouvoir gérer tout ça, puis de rester positif, puis de rester les deux pieds sur terre, je trouve ça tellement impressionnant, veux pas. Je sais pas où dans leur formation d'athlète ils ont adhéré au concept de je ne me préoccupe uniquement que de ce que je peux contrôler. Je le sais que ça a l'air d'une phrase toute faite, puis que ça résonne super bien dans le monde du hockey, tu sais, mais moi, s'il y a quelque chose que mes gars m'apprennent, et pourtant, je pense bien avoir fait un bout dans ce domaine-là, tu sais, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, quand vous dites la pression des fans, là, ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont dans... Moi, comme athlète, là, je le sais qu'est-ce que j'ai dû faire pour me rendre ici. Je dois maintenir ce niveau-là. C'est pas une question de contrat, c'est pas une question de salaire, c'est une question de fierté d'athlète. Je sais ce que je peux donner. Je peux parler pour mes gars, évidemment, là, OK? Mm-hmm. Bon, puis comme je vous disais, nous, c'était respect, tu sais, fait que respect de tout, là, tu sais, respect de la famille, respect des gens, respect de l'autorité, respect de ta passion, respect de toi-même, respect de ta passion à cette game-là, ce qui fait que tu te présentes à chaque match, à chaque période, à chaque chiffre, pas le choix. Parce que tu fais ça par passion, sois respectueux. Puis sois respectueux des gens qui viennent te voir parce que eux, ils prennent de leur temps, ils prennent de leurs sous, ils sont engagés, ils ont de l'émotion autour de ça. Puis sois respectueux de ça aussi, tu sais. Ce qui fait que la pression, en fait, ils se l'imposent eux-mêmes. Déjà en partant. Vraiment. Ça, c'est depuis longtemps. Mais en même temps, pression. Oui, pression, parce qu'il y a de la grosse business en arrière de ça, assurément. Mais, tu sais, si je ramène Mathieu à pourquoi est-ce que tu performes, il le fait essentiellement parce que comme athlète en développement, c'est là-dessus qu'il était mis son focus. Je pense que son focus est encore là. C'est vraiment bien dit. Ouais. C'est comme une diarrhée verbale, Logorée, ça s'appelle. Mais bravo, honnêtement, je vous lève mon chapeau parce que veux pas, si eux sont comme ça aujourd'hui, c'est parce que vous et votre conjoint leur avez tous transmis ça. Fait honnêtement, bravo. Puis je me dis, ça doit tellement être facile pour d'autres athlètes qui ont peut-être eu peut-être moins d'encadrement ou moins de support tu sais, on en voit des fois qu'on disait qu'ils jouent pas à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire, mais on sait pas vraiment ce qui se passe dans leur tête, on sait pas ce qui se passe, fait que c'est vraiment particulier comme milieu, j'ai l'impression. Moi, je comprends pas qu'il y ait autant de préparateurs physiques, autant de thérapeutes, autant de soigneurs, autant de coachs, autant de coaching d'unités spéciales, mais que le psychologue sportif soit pas davantage mis de l'avant. Je comprends pas ça. Puis s'il y a quelque chose auquel je coach cette idée-là, j'essaie vraiment d'introduire le message auprès des gars, c'est mais c'est qui ton coach de ta force mentale? C'est qui? On mise sur ce que tu as développé toi comme athlète, tu sais, entre 12 et 25 ans, je comprends pas. Alors qu'on se dit, tu sais, la fragilité d'un athlète dans sa confiance, ça peut être une superstar, mais il s'agit qu'il y ait un petit moment un peu plus fragile où là, on dit, OK, il manque de confiance ces temps-ci. Qui rapaille ça? Qui rapaille ça? Je comprends pas. Qu'il y a une si grande partie du sport professionnel, tout sport confondu, où la portion mentale est si importante, ça devrait être vraiment structuré de façon plus soutenue. Une vieille mentalité qui prend du temps à évoluer, mise sur les performances physiques, Ouais, mais une fois que tu as compris que ta performance mentale puis ta disponibilité mentale, là, ton langage intérieur fait toute la différence dans ta disponibilité à pouvoir performer sur glace là, ou dans n'importe quel sport. Là. J'espère que la nouvelle ligue féminine
va permettre des réflexions puis l'éclosion de certaines façons de penser. Je pense à certains règlements là, qui sont en train de mettre en application, dont aujourd'hui, entre autres. Quelle belle nouvelle! Je fais comme, ben oui! Je vous laisse mettre en contexte peut-être, mais je me disais, je pense que la Ligue nationale va apprendre de cette Ligue féminine-là, assurément. Je sais pas combien de fois qu'on se le répète. À chaque fois qu'il y a une nouvelle qui sort de la Ligue féminine, puis c'est JP qui me la partage, puis je me dis, mon Dieu, c'est quand que la Ligue nationale de hockey, mais masculine, va apprendre ou va commencer à s'inspirer, parce que j'ai l'impression que cette Ligue-là fait énormément de choses correctement, puis la Ligue nationale de hockey a beaucoup à apprendre, justement, pour reprendre un peu les mots que vous avez dit. Là, je suis totalement d'accord. Il y a plusieurs annonces qui ont été faites. Là. Parlez-vous parliez de quel règlement particulier? Écoute, j'ai entendu brièvement à la radio, là, mais entre autres, le fait que à partir du moment où les équipes étaient éliminées, qu'ils allaient calculer le pourcentage de victoire de façon à ce qu'elles se placent en meilleure position pour aller faire le prochain repêchage. Quelle façon de renverser la vapeur. Ça fait. Puis de niveler vers le haut plutôt que de niveler vers la baisse. 100%. Ça change tout, là. Ça va maintenir les partisans assurément sur le bout de leur siège parce qu'ils vont s'assurer comme ça d'obtenir des belles performances puis du bon jeu jusqu'à la fin, là. Puis ça va y aller au mérite, tu sais. Oui, on est éliminé des séries, mais il y a encore un enjeu pour lequel se battre jusqu'à la fin. 100%. 100%. Ouais. Ça, puis la réglementation par rapport à l'élimination de la pénalité quand il marque en désavantage numérique. Quelle bonne idée! Honnêtement, oui. Exactement. Le choix de l'équipe contre qui tu veux affronter en série. Ça, c'est drôle, la première position, ça. Ça, c'est très bon, ça. Là. Ben, moi, je trouve qu'il y a un coup de marketing, là, plus que d'autres choses, mais c'est absolument hilarant, là. Ouais, parce que ce qui peut arriver après, là, wow! C'est ça. Imagine, tu as fini premier, tu choisis l'équipe que tu vas affronter, puis tu te fais sortir en... Je pense que c'est meilleur de 5, fait que là, ça se fait c'est les 3 de 5, je pense, Là, tu te fais sortir en 3 matchs. T'as-tu l'air assez fou? C'est merveilleux pour la rivalité, pour les histoires qui vont s'en sortir. Et voilà. Ouais. Mais non, 100%, puis on essaie d'en parler assez régulièrement. À chaque épisode, c'est sûr que les sénateurs, ça demeure notre sujet principal, mais tout ce qui touche l'équipe d'Ottawa, on essaie de ramener les nouvelles, d'en discuter justement, de parler de ces nouveautés-là, parce qu'on pense que c'est important que finalement, les médias traditionnels et non traditionnels donnent une place à ces femmes-là qu'avant, on jamais vraiment eu droit, on dirait. Fait que nous, on essaie en tout cas de faire notre petit bout là-dedans, même si on ne sait pas jusqu'à quel point ça a un vrai impact, mais on n'arrêtera pas. Moi, je pense que plus on en parle, ça a des 100%. Impacts. Ça fait boule de neige, assurément. Puis de réaliser que la Ligue féminine peut avoir des apports par rapport à la Ligue nationale, ben j'espère qu'il va y avoir cette ouverture-là. Là. Oui. La suivez-vous un peu, la Ligue, ou... Un peu. Ben, honnêtement, j'ai toujours suivi les Olympiques, entre autres, là, parce que faut le dire, hein, il y a eu la traversée du désert, là, entre Manon Rhéaume puis maintenant, là. Non, c'est ça. Tu sais, poursuivre les femmes, là, c'était essentiellement aux 4 ans, aux Olympiques. Puis moi, j'ai une de mes copines qui prend congé à chaque Olympique, là. Fait qu'on se farcit les mal. Elle est en arrêt de travail le temps des Olympiques. Puis elle suit beaucoup le hockey féminin. Fait que ça fait 20 ans, tu sais. Mais mon conjoint et moi, on avait amené les garçons, entre autres, là, voir les Canadiennes à Étienne-des-Marteaux, à Montréal. Là, on allait les voir. Les gars, c'est là qu'ils jouaient quand ils étaient tout petits. Ce qui fait qu'on avait la chance de pouvoir aller les voir. Fait qu'ensemble, on est tous les 4, là, on est allés voir des matchs féminins. Fait que ça date pas d'aujourd'hui, là, notre intérêt. Good. Pour vous dire, même ma mère, qui est jamais venue voir mes gars pour des raisons de déplacement, là, elle me texte la semaine passée, puis elle me dit... Je peux pas croire, je suis en train de suivre le match des femmes. C'est excellent. Il y a définitivement quelque chose que cette ligue-là a fait, puis elles ont tellement été critiquées par tellement de personnes un peu plus vieux de la vieille, si je peux dire, au début, mais veut pas, là, c'est devenu un phénomène. Les arénas sont pleins. Au Canada, en tout cas, là, je suis moins certain aux États-Unis ce que ça a l'air. Puis moi, je suis allé à la Place TD il n'y a pas longtemps. Puis l'équipe a perdu, mais l'expérience, c'était incroyable, là.
En tout cas, j'espère que les sénateurs vont pouvoir autant développer le volet francophone, d'une part, parce que je pense qu'il y a un marché encore quasi vierge là, à aller toucher. Mais s'ils peuvent s'associer à l'équipe d'Ottawa, entre autres, puis faire en sorte qu'il y ait une... c'est en s'unissant qu'on fait une équipe puis qu'on peut rebondir encore plus loin. Oui, 100%. Absolument. On l'a vu un petit peu, certaines petites associations, mais ça serait vraiment le fun qu'il y ait un... Moi, je pense à part de la LNH en tant que telle aussi. Un peu comme la NBA, qu'une ligue féminine sont associés ensemble, ils travaillent ensemble, il y a une collaboration. Je pense que la nationale devrait aborder dans le même sens un jour ou d'une autre. Puis, comme on a dit, s'inspirer de cette ligue-là parce qu'ils sont en train d'innover plein de choses que personne n'avait pensé puis même imaginé. Oser tout est dans le sport professionnel. Tu sais, quand tu penses que les filles n'ont pas encore leur logo, ils n'ont pas encore leur nom d'équipe, j'espère que la Ligue nationale va se coller à cette ligue-là plus vite que tard parce que ça pourrait partir vite puis ça pourrait se faire sans eux. Ouais, 100%. Alors que, là, on parle de plein d'affaires. Là. On va arrêter de parler de votre fils pendant un instant. J'aimerais ça qu'on parle de vous. Vous, étiez-vous une sportive à la base? Étiez-vous un amateur de hockey quand vous étiez plus jeune? Ou? J'étais une sportive. J'étais une sportive. Moi, j'ai fait du patin artistique initialement. Mathieu et PO ont commencé au patin artistique aussi. Ensuite, j'ai fait du cross-country, j'ai fait de la compétition en volleyball, j'ai joué un petit peu au soccer, au handball, au collégial, j'étais davantage dans de l'athlétisme, je jogue depuis toujours, on joue au golf. Un peu de tout, là. Avec mon conjoint, badminton, tennis, ouais. Multisport. Okay. Exact. Ouais. Puis qu'est-ce que vous faites comme métier, France? Je suis orthophoniste. Ouais. Je fais de la rééducation de langage. Je pratique au privé uniquement maintenant, mais j'ai pratiqué dans le milieu communautaire pendant très, très longtemps, là, en CLSC, entre autres. Ouais. OK. Est-ce que vous travaillez avec, j'imagine, avec les jeunes enfants? Moi, je suis spécialisée auprès des tout petits, là. Donc, des tout petits, je peux évaluer des enfants de 18 mois, entre autres, là, tu sais, qui vraiment ont pas les prérequis pour développer le langage. En bégaiement, je vais voir des enfants entre 4 et 8 ans, essentiellement. Mais je vois des adolescents puis des adultes pour d'autres types de problématiques, là, reliées au langage. Ce qui fait que l'orthophonie, souvent, on associe ça à la toute petite enfance, là, aux 3-6 ans, par exemple, mais il y a vraiment des problématiques 0-100 ans, là, en communication, c'est sûr. Puis, je suis curieux de savoir, ma blonde est en enseignement, est-ce que, il y a tout un contexte au niveau de l'école, on s'échappe un peu du monde sportif, là, mais je suis curieux de vous entendre par rapport à ça. Est-ce que vous voyez une augmentation des difficultés d'apprentissage et de locution de certains enfants plus que autrement, ou bien ça ressort un peu dans le même... Il y a beaucoup de défis, assurément. Il y a beaucoup de facteurs qu'on connaît qui nous permettent d'identifier des enfants qui auront sensiblement des difficultés d'apprentissage. C'est quand même intéressant de constater que le niveau de décrochage scolaire, là, en pourcentage, est à peu près équivalent au pourcentage d'enfants qui présentent des défis de langage en petite enfance. Or, on sait que nos enfants qui présentent des problématiques de langage, ça a des impacts sur la socialisation, ça a des impacts sur la gestion des émotions, de pouvoir en parler, comprendre aussi, comprendre l'intention de l'autre, ça amène toutes sortes de conflits quand on comprend pas, l'intention ou la phrase ou l'énoncé de l'autre enfant dans le cours d'école. On sait que ça a des impacts sur l'estime de soi. Avoir un retard de langage, ça a des impacts sur les apprentissages scolaires et les troubles d'apprentissage, on sait ce que c'est là au secondaire, ça amène beaucoup de stigmatisation. Donc, il y a des liens assurément à faire dans tout ça. C'est ce qui est fascinant de cette profession-là d'orthophoniste, je vous dirais. Et c'est la raison pour laquelle je travaille auprès des tout-petits, pour leur donner des outils. Mais initialement, je travaillais avec des traumatisés crâniens, tu sais, des gens qui avaient fait des accidents cérébrovasculaires. Ouais, fait que c'était autre chose, là, tu sais, c'était d'autres réalités. Mais en bégaiement, entre autres, moi, c'est une de mes clientèles chouchou, je vous dirais, hein, parce que c'est essentiellement des gars, d'une part. Puis c'est essentiellement des gars qui ont souvent un père qui bégaie,
a vécu ce qu'est le bégaiement. Fait que ces pères-là ont beaucoup d'attentes. Et malheureusement, les listes d'attente sont plus longues que l'attente des parents, tu sais. Ouais. Ce qui fait que quand ils viennent vers nous au privé, ils savent ce qu'ils ont bien réussi, ils savent ce qui aurait pu s'éviter comme obstacle, comme défi, puis ils veulent pas nécessairement que leur enfant vive la même affaire, ce qui fait que c'est des parents hyper investis, tu sais, puis on voit les jeunes s'épanouir puis devenir différents dans leur estime, puis c'est beau, là. C'est beau à voir, tu sais. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous faites pas? J'allais dire, moi, France, il faut que vous reveniez plus souvent. Je suis pas venue pour parler du travail, mais amenez-moi pas là, je peux en parler longtemps. Si vous me permettez, je vais vous poser une question un peu plus, je vais pas dire touchée, mais on en a parlé au début, avant qu'on commence à enregistrer. Tu sais, nous autres, on disait, on essaie toujours d'être dans le positif, si on a quelque chose à critiquer, on le fait, mais avec respect puis tout ça. Au début de la saison, beaucoup de partisans qui souhaitaient échanger Mathieu. Puis moi, la raison pourquoi je vous pose la question, c'est vraiment pour sensibiliser peut-être les gens au genre de conséquences que ça peut avoir, ça. Parce que c'est comme on parlait des choses peuvent faire boule de neige vraiment rapidement. Puis un leader qui décide de partir quelque chose, les gens embarquent, puis des fois, c'est pas nécessairement vrai, c'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Mais en tant que parent, je sais que vous êtes sur les médias sociaux. Comment est-ce qu'on se fait une carapace à ça? Comment on vit par rapport à ça? Puis soyez bien à l'aise de me répondre ou pas, là. Oh, je suis très, très à l'aise, là. Non, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Oui, je vous dirais, moi, mon stress, habituellement, comme parent, là, comme mère, c'est vraiment au moment de la date limite des échanges. Je vous dirais, ça, c'est le bout qui me reste à gérer comme parent. Je suis pas encore dans le lâcher-prise complet. Ceci dit, Mathieu m'avait contacté au moment du camp, là, où il y avait le commencement de ces rumeurs-là. Puis il m'avait dit, tu sais, maman, casse-toi pas la tête, tu sais, regarde pas les médias sociaux, puis parce que tu vas voir que, tu sais, ça parle de moi, puis de possibilités d'échange. Puis il dit, de toute façon, moi, je le ferme pendant le camp parce qu'ils sont de toute façon, Mathieu est hyper focus à ce qu'il fait. Puis il s'était super bien préparé pendant tout l'été. Il savait très bien où il voulait partir en début de saison. Ce qui fait que moi, je vous dis, j'aime pas les choses compliquées. Mathieu non plus. Ce qui fait que j'ai fait, OK Mathieu, j'ai juste pas utilisé les réseaux sociaux. Je les utilise, moi, essentiellement pendant la saison. Ça me permet d'aller chercher de l'information vraiment sur, tu sais, les performances des matchs, comment ça se passe, tu sais, les constructions des différents matchs, puis les transactions, puis tout ça. Ce qui fait que j'ai juste mis ça de côté, puis j'ai vraiment adhéré à ça sert à rien de m'énerver. Okay. Honnêtement, ça sert à rien. Je ne peux rien contrôler. Ce qui fait que un dise quelque chose ou que l'autre ajoute, honnêtement, j'étais pas là. Parce que je savais que peu importe où Mathieu allait jouer, il était en mission, puis c'était certain qu'il allait avoir une bonne saison, peu importe avec qui il allait jouer. C'est facile, on dirait, de parler à travers, de juste avoir des opinions quand on sait pas vraiment ce qui se passe. Ouais, moi je dirais que l'élément puis on parlait de psychologie tantôt. Je pense que ce qui transparaît pas dans les médias, c'est les caractéristiques personnelles des joueurs. Ce qu'on voit là, c'est l'élément succès, performance ou insuccès, absence de performance ou tu sais inconstance, mais comme athlète, les caractéristiques personnelles font toute la différence. Et c'est ce qui permet à des joueurs de rebondir suite à des blessures ou une saison moindre, d'être attaqués ou de se sentir vraiment ébranlés par des propos, par exemple, qui seraient sur les médias sociaux ou au contraire, tu sais, beaucoup de résilience puis rester focus aux objectifs que chacun s'est donné. Donc, ces traits de personnalité-là, c'est quelque chose, entre autres, que les organisations regardent beaucoup au moment où juste avant les repêchages. Ouais. Parce que ça fait vraiment la différence dans le parcours d'un athlète. Tu sais, c'est arrivé par le passé qu'on a vu des athlètes qui étaient très actifs sur les médias sociaux, sur Twitter,
qui ont juste décidé du jour au lendemain de tout arrêter parce que c'était trop difficile. Puis on parlait de pression au début aussi, c'est une forme, veut pas, fait que faut être fait fort, j'ai l'impression, pour gérer tout ça, tu sais. Je pense qu'il faut prendre la décision que c'est pas quelque chose qui va venir nous affecter. Okay. Point. C'est là. Puis c'est pas vrai que ni lui ni moi, on va avoir un impact immédiat sur l'ensemble des propos qui vont circuler sur Twitter ou sur Instagram, là, tu sais. Mais je peux décider de porter attention à ça ou de ne pas y porter attention. Et ça va avoir un impact sur mes performances, assurément. Je peux savoir que c'est là, puis en faire abstraction. Ça, c'est beaucoup plus demandant. Ça, c'est bien plus demandant. C'est vrai. Ouais. Wow. Puis on a vu que la stratégie à Mathieu a fonctionné cette année. Est-ce qu'il l'a pris comme une motivation, clairement, selon vous? Sa motivation est pas partie là. Elle était là quand même. Sa motivation est partie le lendemain de l'élimination de l'équipe à la dernière saison, lors de la dernière saison. Le lendemain. OK. Le lendemain, pas de vacances, on repart. C'était assez impressionnant. Assez impressionnant. Moi, il m'a lâché un coup de fil. J'étais encore sur la veille, là. OK, la saison est terminée. Non, lui était déjà dans tout de suite, aujourd'hui, je commence à me préparer et son plan était très, très, très clair. Il a suivi ça tout l'été puis il est arrivé prêt. Donc, c'est pas l'influence des rumeurs qu'il y a eu qui a fait en sorte qu'il y a eu un bon camp puis de belles performances jusqu'à présent. Parce que l'équipe a ses hauts et ses bas, mais s'il y a quelqu'un qui veut pas se démarquer cette année puis tout le monde est d'accord, c'est Mathieu. Fait qu'honnêtement, chapeau à lui, puis bravo pour l'attitude. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment remarquable. Je ne peux commenter là-dessus. Il y a un conflit d'intérêt, hein? Ouais, c'est ça. Honnêtement, merci beaucoup pour la réponse honnête. Là. Je voulais pas non plus être brusque ou quoi que ce soit, mais je pensais que c'était peut-être important que la discussion ait lieu. Je sais pas. Il n'y a pas de tabou. Tout peut se dire, il y a une façon de dire les choses. Honnêtement, je me suis aucunement sentie bousculée. Je trouve que la question est hyper pertinente. Puis si ça vous permet, d'une part, de comprendre la dynamique, ça permet à vos auditeurs aussi de réaliser que derrière les performances, il y a aussi ces gars-là qui sont des humains, tu sais, puis qui décident de porter attention à leur message ou pas. Tu sais, j'étais dans l'autobus avec les maires des sénateurs, puis il y a un partisan qui a dit « Oh boy, je viens de réaliser, en voyant les mères avec leurs fils, que ces gars-là qui avaient des mères, tu sais. » Hey, ça n'a pas de sens. Là, j'ai fait pardon. Et puis, mais tu sais, et il dit, le partisan, entre autres, puis j'ai eu un échange avec ce partisan-là, parce que je trouvais ça beau, tu sais. Et il dit, je réalise que donc, ils ont des mères, puis c'est des humains, là. C'est pas juste des machines à produire de la performance sur glace. Puis il dit, je réalise que j'ai des filles qui ont exactement le même âge que ces jeunes-là. Puis, mon Dieu, la pression que tous ont. Et donc, de dire, plus jamais je vais avoir des propos aussi grinçants par rapport à un joueur en particulier, parce que c'est une situation d'équipe. Et moi, de répondre, écoutez, sachez que vous avez eu les applaudissements de toutes les mères des sénateurs parce que je leur ai lu le message dans l'autobus, tu sais, puis ils étaient comme, je vais me souvenir de ça tout le temps. Je me dis, si toi, comme père, tu réalises que t'as eu des propos quasi mesquins, parce que c'est ça qu'il me disait, tu sais, puis que cette prise de conscience-là, puis que ce moment d'échange-là très, très court t'amène à avoir cette discussion-là autour d'une bière avec des copains, des copines, à un moment donné, ça fait boule de neige, tu sais, je reste dans cette... Chacun, on peut faire un bout dans le positivisme, hein? Exact. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup trop de négatifs dans nos vies en général, un peu partout. Fait que... Moi, tout ce que j'entends, c'est que je devrais avoir une France à tous les lundis matins qui me motive à aller travailler pour ma semaine. Du conseil efficace. Tu sais quoi, non? Moi, mon travail, en fait, là, ça a été de faire en sorte de réaliser qu'il y en avait une flamme, puis d'entretenir cette flamme-là. Mais au final, là, tu sais, c'est Mathieu qui l'a, cette flamme-là, c'est pas la mienne. Mathieu, il joue pas au hockey parce que moi, j'ai le goût qu'il joue au hockey, tu sais. Ouais. Pierre-Olivier, jusqu'à ce qu'il ait 19 ans, je lui demandais, t'aimes-tu ça? Tu le fais-tu pour toi? Parce que si tu changes d'idée, c'est OK. Si tu veux faire autre chose, c'est OK. Mais chez nous, c'était toujours, si tu t'impliques dans quelque chose, tu le fais à fond. Fait que tu peux pas changer d'idée en cours d'année.
Fait qu'à chaque année, Pierre-Olivier, souvent, il raconte, je peux pas croire que tu m'as demandé ça jusqu'à ce que je sois repêché NHL, tu sais. Mais moi, ma préoccupation, c'était plus, je veux être sûre que tu le fais pour toi. T'es le deuxième de la famille. Le premier est enflammé par rapport au hockey. Ta flamme à toi, c'est-tu elle? Puis c'était clair que c'était ça aussi, tu sais. Fait que, non, je suis désolée, Jean-Philippe, il va falloir que... je suis pas une cheerleader, je suis juste celle qui s'assure que la flamme est entretenue par celui qui doit l'entretenir, c'est juste ça. Je vais faire un Mathieu de moi-même. OK, c'est ça. Des stratégies. Ben, c'est une très belle leçon de vie, en tout cas. Oui, exactement. France, on a une petite tradition qu'on appelle les tirs de barrage quand on a des invités. Donc, Jean-Philippe va vous poser 3 questions. Ça peut être un peu... ça peut aller dans tous les sens. Fait que vous répondez comme ça vous vient. Donc, la première question, j'imagine en tant que maire, vous avez vu certaines villes et arénas de la Ligue nationale. Je suis curieux de savoir quelle est votre ville préférée de la Ligue nationale. Tu sais, la ville que vous dites, je suis content d'aller là, c'est une belle ville. J'aime toujours je sais à la qu'ils vont Boston. passer du bon temps. À Boston? Ouais, j'aime toujours à la Boston. Mais j'ai toujours aimé ne pas aimer les Bruins. Fait que je suis mitigée, tu sais, je suis vraiment mitigée. C'est probablement eux qui viennent le plus me chercher dans le bout de négativisme que je peux avoir en moi. Là. Fait que, mais Boston, j'aimais ça avant que les gars soient NHL. Alors, ouais. Puis qu'est-ce qui fait que Boston se démarque plus qu'un autre? Ben, c'est une ville de sport, hein? Je veux dire, Oui, ils ont plein, la ville a plein d'équipes sportives dans différentes disciplines. L'architecture est superbe. Ils ont fait plein de rénovations. Ils ont gardé l'architecture d'époque. Ils ont modernisé ça. Ça vibre, ça bouge. Il y a des universités qui font en sorte qu'il y a plein de jeunes dehors, partout. Le MIT est là, je veux dire, c'est sûr qu'il se conçoit toutes sortes d'idées là à Boston. Il y a l'eau tout proche, c'est riche en histoire. Non, chaque fois qu'on va à Boston, on est toujours content. C'est un bon choix. La deuxième question, j'imagine que vous n'avez eu plusieurs et vous n'avez plusieurs, mais votre meilleur souvenir de hockey moment. Là, t'as se dire, faut pas que je dise une histoire sur un fils plutôt que l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne, le cerveau de maman. Ouais, c'est ça, hein? Vous le savez, hein? Vous êtes probablement des pères, là. Moi, oui. Toi, oui, OK. Je savais qu'il y en avait un des 3 qui était père. Je dois dire que quand Mathieu a gagné la Coupe Stanley à Tampa, la première, on était là. C'était dans la bulle. Pendant la pandémie, il y avait personne dans les estrades. Ce qui fait que ça avait été toute une affaire pour pouvoir se rendre là-bas, là. Vraiment. Mais la deuxième coupe, c'était contre Montréal. Alors, c'est sûr qu'il y avait une énergie particulière. Nous, on vit sur la Rive-Sud. Oh, c'était aussi pendant la pandémie. Ils avaient rouvert, vous vous souvenez, là, oui, un peu l'audience. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, ils n'avaient pas gagné ici le 4e match. Alors, ils repartaient à Tampa. Ouais. Et là, on se disait, si on va à Tampa et qu'ils perdent, il va falloir revenir à Montréal. Et là, on va être en quarantaine. On ne pourra pas aller au Centre Bell pour voir le match. Non. Comment on fait? Et là, fait que finalement, c'est Pierre-Olivier qui est parti. Il est allé au match à Tampa. C'était dans une tempête tropicale. Ça a été toute une histoire pour qu'ils se rendent là. Bref, je fais un long détour, hein, Jean-Philippe, pour répondre à votre question. Une fois sur place, il y a Mathieu là qui a pas le choix de hurler dans le micro du journaliste parce que c'est tellement bruyant. C'est un moment absolument euphorique et il regarde partout dans l'aréna parce qu'il dit j'ai hâte là de serrer mon frère dans mes bras parce que je le sais qu'il est ici puis je pense qu'on n'a juste pas assez parlé là, tu sais, de cet événement-là qui pourrait nous arriver un jour. Et je me suis dit, regarde ça, dans un moment si exaltant là, il a hâte d'être avec son frère, tu sais. Fait que c'était la réunion de la famille, des performances, des rêves sur plusieurs années dans un moment complètement fou, tu sais, où on pouvait juste en être témoin, nous, par la télévision, tu sais. Fait que c'est un gros moment, ça. C'est un des gros moments, ouais.
Ça doit. Et la dernière, un peu plus ludique comme question, là, mais j'imagine que vous avez pris beaucoup de café dans les arénas. Donc, votre choix de café préféré, Tim Hortons ou McDo? Même pas! Ah, même Non, pas tant. Ah, pas tant. OK. Je suis très... je l'aime, mon café, chez moi. Fait que souvent... Ouais. Alors, je me fais mon petit café. Ouais, café latte, là, il est très bon. Ouais. Fait que il est plus à mon goût. Il est chaud dans ma tasse. C'est écolo. Pas dispendieux. Je me farce pas du mauvais café. Non, je veux dire la joie. La joie. Ah, ben, j'aime ça. France, quand Francie venait nous voir, on avait décidé par la suite qu'on voulait qu'il soit le papa des partisans francophones des sénateurs. Alors, est-ce que vous acceptez d'être la maman officiellement des partisans francophones des sénateurs? C'est dur, ça. On est 3 mamans francophones, là, actuellement. C'est vrai. On prend la garde partagée. C'est correct. C'est bon, on devrait faire un bon trio. Nicole, Claude et moi. Ben, merci beaucoup pour votre temps. On vous retiendra pas plus longtemps. Oui, merci là. beaucoup. Ben, vous avez été charmants. J'espère que vos auditeurs vont avoir autant de plaisir à nous entendre qu'on en a eu à discuter puis à bavasser, là. Alors, de notre côté à nous, on vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi vous abonner à La Brigade via votre application préférée et nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Bien sûr, il n'est pas là avec nous, mais on peut continuer à suivre Pascal dans le local sportif sur les zones 104 d'Ottawa accompagné de Marc Legault à tous les mardis. Et messieurs, en terminant, est-ce qu'on a un mot de la fin? Mot de la fin. Inconsistance. Ah, tu vois, moi, j'aurais été dans un autre spectre. J'aurais été avec attitude positive. Ah, ben, tout à fait. C'est mieux, ça. Je suis d'accord. Pas le choix de souligner l'attitude positive de France. Totalement raison. Alors, sur ce, c'était donc La Brigade, le seul podcast qui traite des sénateurs et du hockey en français dans la région d'Ottawa-Gatineau. À la semaine prochaine.